Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1. Il est un peu plus de 23h et c'est l'été. Alors à quoi pense-t-on l'été, un 26 juillet 3921, notre numéro d'appel, et 2 heures de libre antenne pour me raconter votre été, vos sensations, vos impressions, vos coups de chaud, vos coups de froid. Certains sont déjà sous le soleil exactement, ce sera peut-être bientôt le tour des autres, mais même l'été, même au soleil, on pense, on s'interroge quelquefois. Alors je vous propose de réfléchir, de parler ensemble de ce qui vous occupe ou vous préoccupe. Voilà, on bavarde, faites-moi part de vos interrogations, de vos incertitudes ou au contraire des moments heureux de votre été. 3921, notre numéro d'appel, pour passer là tout de suite avec moi à l'antenne. Comme d'habitude, toute la petite équipe est là. Mignon tout plein, Asiba et Quentin au standard, Michael à la réalisation de cette émission. Merci à eux. Vous savez que vous pouvez aussi témoigner de vos réactions par SMS en composant le 7 21 21 et surtout en commençant par le mot nuit. Et puis, dernière possibilité, vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Alors, on va commencer tout de suite cette émission avec elle, Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine. Oui, bonsoir Caroline. Je suis contente de vous avoir. J'ai un souci, c'est surtout ma fille qui a un souci depuis 15 jours. En 15 jours de temps, elle m'a fait 2 grosses crises de panique. Oui. Et ces crises de panique se traduisent par des grosses palpitations et pour elle, elle va mourir et donc elle appelle aussitôt les pompiers. Elle m'appelle et elle me laisse pas le temps d'arriver, qu'elle a déjà appelé les pompiers parce que pour elle, je vais pas arriver à temps. Donc pas arriver à temps pour. Parce que pour elle, elle va mourir. Donc le temps que je fasse le trajet de chez moi à chez elle, elle a peur que je sois pas là. Donc pour elle, il faut quelqu'un pour l'entourer, pour la réconforter, pour lui dire que non, en fait tout va bien. Que lui disent les pompiers à chaque fois? Comment? Que lui disent les pompiers à chaque fois? Les pompiers la calment, et puis La calme. Qu'est-ce qu'ils lui disent pour la calmer? Ils lui disent qu'elle respire, il faut qu'elle respire bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'elle va pas mourir. Et puis voilà quoi. Donc après une fois qu'elle est prise en charge la première fois, donc ils ont fait un bilan complet. La deuxième fois, comme ça s'est produit une semaine après, ils ont fait qu'un électrocardiogramme qui bien entendu n'a rien donné. Donc on lui a dit ce sont des crises de panique. Oui, tout à fait. Mais moi je sais pas comment la rassurer, je sais pas comment gérer ça parce que elle a un petit garçon qui va avoir 3 ans. Alors est-ce le fait qu'il va rentrer à l'école et que ça l'angoisse? Là ça va faire aussi 3 ans que son papa est décédé, donc à quelle date? Est-ce que c'est tout ça qui... C'est un ensemble de choses. Comment vit-elle? Est-ce qu'elle elle a quelqu'un à ses côtés? Ah oui, elle a le papa de son fils, bien entendu, oui. Elle travaille? Lui m'a dit que j'étais impuissant, il m'a dit qu'il fallait en premier m'appeler moi, donc je lui ai dit que j'arrivais, mais il m'a dit pour elle ça n'allait pas assez vite, elle lui a demandé d'appeler les pompiers. Oui, bien sûr. Écoutez, alors je crois que quand on appelle les pompiers, en fait, on appelle au secours. Vous êtes bien d'accord avec moi? Tout à fait. C'est un appel au secours. C'est très angoissant, une attaque de panique. C'est vrai que c'est très angoissant. On ne sait pas du tout ce qui vous arrive. On a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Néanmoins, on ne meurt pas d'une attaque de panique. C'est déjà peut-être la première chose à lui dire. Aussi forte que soit son angoisse, on ne meurt pas d'une attaque de panique. Voilà. C'est ce que je lui ai dit, mais elle me dit tu peux pas comprendre parce que tu l'as pas vécu, donc mais elle me dit franchement tu sais ça m'a fait tellement bizarre que elle me dit j'ai très 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 peur.
Ouais. Et c'est vrai, elle a très très peur. En fait, elle est en proie à une angoisse tellement forte qu'elle est complètement submergée et c'est tout à fait irrationnel. Elle ne le contrôle pas. Alors peut-être la première des choses à faire, ce serait éventuellement de voir un médecin qui puisse lui expliquer en quoi ça consiste. Et qu'effectivement, elle ne court aucun danger physiologiquement parlant. Déjà, elle a rendez-vous demain. C'est une bonne chose qu'elle voit quelqu'un du corps médical, qui ne soit pas de sa famille, qui soit une tierce personne, et qui puisse comme ça un peu dédramatiser, lui dire bon, c'est vrai que ça peut procurer des sensations effroyables, ça c'est vrai, je ne le nie pas, mais il ne va rien se passer derrière. En attendant, pendant qu'on ressent ces impressions terribles, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, j'imagine que le médecin, avant de la médicamenter, il va peut-être l'orienter vers quelqu'un qui va éventuellement lui apprendre la relaxation, vous voyez, à respirer. Parce que c'est important. Les pompiers, comme vous-même d'ailleurs, vous avez eu la bonne réaction, c'est-à-dire que il faut respirer pour reprendre conscience de son corps, récupérer les sensations corporelles. Voilà. Ça déjà, c'est un premier geste qui permet de désamorcer un tout petit peu l'angoisse, faire reprendre contact avec la réalité et ses sensations corporelles. Après, c'est vrai que parler en essayant de l'apaiser, je suis là, tu n'es pas toute seule. Peut-être que vous avez dit, alors vous liez 2 événements, vous, Marie-Christine. Oui, mais le problème, c'est qu'elle me dit, quand ça m'arrive comme ça, quand on me parle, ça m'angoisse encore plus. Oui, mais je pense que si on restait dans le silence, ça l'angoisserait encore plus. Ce qui est clair, c'est que le papa ne suffit pas. Enfin, son compagnon ne suffit pas. Ah non. Donc vous voyez bien qu'il s'agit d'une tierce personne, des intervenants. Elle veut des pompiers, elle veut une aide extérieure, elle appelle au secours. Voilà, elle veut quelqu'un de médical, quelqu'un qui ne soit pas proche. Alors peut-être que éventuellement le médecin lui donnera un téléphone de quelqu'un à qui appeler, peut-être lui, quand elle est en proie sujette à ses angoisses. Parce qu'appeler les pompiers, les pauvres, à chaque fois, les malheureux. Puis la personne, comme je lui dis, tu sais, de toute façon, après, on va toujours te renvoyer en disant, la dernière fois, l'hôpital lui a bien dit, c'est pas la peine de revenir parce que on ne fera rien de plus, quoi. Oui, mais ce qu'elle veut, c'est se sentir entourée de personnes qui sont du corps médical. Alors, je reçois un petit SMS de la part de Mariella qui dit elle devrait faire de la sophrologie et apprendre à respirer avec l'abdomen pour arrêter la tachycardie. Donc vous voyez bien, on en revient toujours finalement à ces sensations corporelles. C'est vrai que la sophrologie, ça peut éventuellement quelques séances de sophrologie peuvent apprendre comme ça à gérer cette angoisse, donne des exercices faciles qu'on peut pratiquer chez soi tous les jours et qui permettent de couper court, en tout cas à ces crises d'angoisse, ou du moins de les juguler en partie. Donc je pense que c'est ce que le médecin va lui recommander avant peut-être de la médicamenter. Parce qu'en dernier lieu, bien sûr, il peut lui donner une aide pharmacologique, ça c'est lui qui verra. Oui, bien sûr. Ce qui m'angoisse, c'est parce que je me dis, si ça se passe et qu'elle est seule avec le petit, comment elle va gérer la situation ? Ouais. Parce qu'elle me dit, je sens pas monter la crise. Elle me dit, je suis en train de lire et ça arrive comme ça. Et elle dit, je sens pas monter du tout. Donc. Oui, mais qu'est-ce qu'elle est en train de lire, par exemple ? Je ne l'ai pas. Voilà. À quoi ça la ramène ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À quoi pense-t-elle, justement ? C'est ce que je lui dis. Je lui dis, tu devais penser au lieu, tu lisais, mais en fait, ton esprit devait être ailleurs. Elle me dit, non, j'étais vraiment dans mon livre. Bon, c'est tout. Oui, bien sûr. Bon, en même temps, vous dites, quand est-ce qu'est décédé son papa ? Ça va faire 3 ans, là, au mois d'août. Au mois d'août. Alors c'est vrai aussi qu'on approche d'une date difficile. Voilà. Donc peut-être qu'elle pourrait aller en parler à quelqu'un d'un peu spécialisé. Ça lui ferait du bien. Ça a peut-être été. Comment a-t-elle vécu l'événement ? C'est-à-dire qu'elle a mal vécu et elle a voulu se montrer très très forte parce qu'elle était enceinte de son enfant. Donc, elle voulait pas que son bébé ressente sa douleur. Donc, elle a essayé de rien exprimer, chose qui n'a peut-être pas été très très bien, quoi. Mais
pour elle, il fallait qu'elle préserve son bébé. Elle ne voulait pas que son bébé la sente pas en train de pleurer. Elle voulait qu'il soit rassuré parce que le bébé est venu 15 jours après. Hein. Ouais, donc en fait, la naissance du bébé, si j'ai bien compris, est liée au décès de son papa. Voilà. Et en même temps, autre date importante, il va rentrer à l'école. Donc c'est aussi une forme de séparation, hein, la première fois qu'un enfant va à l'école. Oui. Ouais. Moi, je crois que votre fille, c'est un peu tout ça, et vous avez parfaitement cerné le problème, Marie-Christine. Vous l'avez parfaitement cerné. Donc je crois que le fait d'aller en parler, d'élaborer ça avec quelqu'un, ça lui ferait le plus grand bien. Pas très longtemps, hein. Je pense que le simple fait de pouvoir mettre des mots là-dessus, ça l'aiderait considérablement, posément, calmement. Voilà. Parce que même au cimetière, elle veut pas y aller. J'écoute, ça te ferait peut-être du bien si on allait ensemble sur la tombe de ton père. Parce que tu as peut-être des choses à faire ressortir, hein, puisque ça fait à lui dire 2 aussi. ans maintenant qu'elle ne veut plus y aller. Et je dis, je pense que en te confrontant à tout ça, même son emploi qui serait en relation avec des personnes âgées, elle veut même pas le reprendre parce que elle me dit, je ne veux plus côtoyer la mort, je ne suis plus capable de ça. Ouais, non, mais je comprends. En réalité, alors je reçois un SMS, elle devrait peut-être chercher la cause de ses angoisses. Elle ne la cherche pas, visiblement, mais vous l'avez trouvée pour elle. Je crois. Oui, c'est vrai que je suis toujours en train de penser pour mes enfants, donc... Ouais. Ouais, malheureusement, oui. Écoutez, je crois que vous pourriez la convaincre. Vous pourriez la convaincre en lui disant que le simple fait d'en parler lui éviterait peut-être de prendre des médicaments et que ça lui permettrait en tout cas d'échapper à ces crises d'angoisse, de ne plus en avoir. Et cette simple perspective, ne plus en avoir, devrait sans doute l'amener à consulter. Je crois que ce serait une bonne chose pour elle. Et c'est pour ça que je compte déjà beaucoup sur le médecin demain. Tout à fait. Tout à fait. Ce qu'elle va lui dire, quoi. Passez-lui un petit coup de fil au besoin. Oui. Au médecin, je veux dire. De toute façon, le médecin est au courant de ce qu'on a vécu, quoi. Ouais. Ah, et puis... Le décès de mon mari a été tellement difficile que... Oui, puis on s'est tous serré les coudes. Vous-même, vous paraissez... Vous-même, vous paraissez encore très éprouvé. Oui, énormément. Oui, donc c'est peut-être difficile aussi pour vous d'en parler. Ben voilà, c'est pour ça que je me dis, je n'arrive pas à être d'une grande aide. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes là, c'est beaucoup. Et vous comprenez beaucoup de choses, Marie-Christine. Vous comprenez beaucoup de choses. Un petit message de Ambre qui dit contre les crises de panique, il existe aussi les thérapies comportementales. C'est vrai, Ambre a raison. Mais le médecin peut aussi lui en parler demain. Voilà, donc vous voyez plusieurs remèdes, plusieurs solutions à envisager. Donc surtout ne baissez pas les bras. Vous pouvez continuer d'aider votre fille. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Au revoir, Marie-Christine. Au revoir, bonne soirée. Benjamin Biolay, si tu suis mon regard. 39 21, c'est notre numéro d'appel et j'attends vos appels. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez une question particulière qui vous empêche de dormir par ces nuits chaudes d'été. Je suis à votre écoute, on réfléchit ensemble, on réfléchit souvent mieux à deux et à voix haute, ça peut aider. Donc l'idée c'est que vous ne restiez pas tout seul ou toute seule dans votre coin avec votre paquet. Alors d'ailleurs, en réponse à Marie-Christine, qui, je le rappelle, vient de nous appeler et qui nous parlait de sa fille qui est sujette à des crises d'angoisse, plus exactement des attaques de panique. Un nouveau petit SMS de la part de la chouette angevine, voilà, qui dit « Je suis allée chez une sophrologue qui m'a appris à respirer, mais également ne pas négliger l'importance de certains massages qui peuvent faire beaucoup de bien. » Donc vous voyez, Marie-Christine, nos auditeurs, nos auditrices continuent de vous répondre et vous répondront d'ailleurs, je pense, tout au long de la soirée parce que
eh bien voilà, il y a des remèdes contre les attaques de panique. Ça n'est pas une fatalité. Le tout étant de prendre effectivement le taureau par les cornes. Et on va tout de suite continuer avec Alix, 3921. J'attends vos appels. Bonsoir Alix. Bonsoir Caroline, vous m'entendez? Pas si bien que ça. Si vous voulez bien vous rapprocher du téléphone, ça serait gentil à vous. Là, vous m'entendez bien? C'est mieux. Par rapport à la précédente auditrice, j'ai pas très bien entendu, mais parce que j'ai compris, elle fait des crises d'angoisse, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Enfin, sa fille fait des crises d'angoisse, plus exactement. Parce que j'avais déjà entendu que en faisant des exercices d'inspiration et après d'inspiration et d'expiration, mais ça aidait beaucoup. Et voilà, c'est ce qu'on disait, respirer, par exemple. Inspirer, inspirer, expirer, en principe, c'est respirer. Et effectivement, ça aide. Ça aide, vous avez tout à fait raison, Alix. Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive à vous? Alors j'appelais au sujet à propos d'homosexualité là. Oui. Je suis moi-même homo. Oui. Et je souhaiterais avoir des témoignages. Oui. Des témoignages de quel ordre? De quel ordre? C'est parce que en tant qu'homo, là, je tombe régulièrement sur des aventuriers, des obsédés. Des obsédés? Oui, des obsédés. Disons on dirait qu'ils ont qu'une chose en tête et tout, là, et voilà. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vécu une vraie relation avec quelqu'un? Jamais? Non. Ça ne vous est jamais arrivé? Non, c'était par exemple des relations où on se voyait de temps en temps, et notamment vu la distance, on se voyait de temps en temps et seulement de temps en temps, jamais? Vous n'avez jamais vécu avec quelqu'un, habité avec quelqu'un? Non, jamais, non. Non. Je me demande si... Oh, pardon. Non, je vous en prie. Et je me demande même si, des fois, dans ce milieu-là, j'allais dire, si ça marche pareil que chez les hétéros, tout ça, je sais pas. Bah, j'imagine qu'on tombe amoureux de la même façon. Ouais. On s'attache de la même façon. Parce que des fois, on m'a fait comprendre qu'on dirait que des fois, dans ce milieu-là, c'est plus direct et c'est plus direct et je veux dire, on prend moins le temps de faire connaissance, quoi. Pas forcément. Pas forcément. Je crois que ça, c'est un a priori. Ben je alors, le pense. Oui. C'est l'impression que vous en avez? Parce oui, comme je disais au monsieur que j'ai eu tout à l'heure, là. Oui, mais c'est cette impression que j'ai que, en fin de compte, très direct et tout. Rapprochez-vous du téléphone, Alix, s'il vous plaît. Là, vous m'entendez? Oui, c'est mieux. Et qui sont très directs et tout. Ou alors, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui cherche pas vraiment où il faut et tout. Où est-ce que vous cherchez, par exemple? Eh bien, sur des chats de télé, chat télévision, ou alors sur quelques sites sur Internet. Oui, mais attention, pourquoi sur des chaînes de télé? Qu'est-ce que vous faites, par exemple? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que je travaille? Oui. Il y a un temps où j'ai quelqu'un de ma famille, là, qui regarde des stands et tout ça, là. Et à l'occasion, j'ai fait divers petits boulots, et notamment de l'intérim, quoi. Oui, mais je pense que c'est dans une activité, dans le travail, en sortant, que vous allez pouvoir rencontrer. Parce qu'effectivement, par l'intermédiaire de la télévision et tout ça, c'est vrai que là, vous risquez de vous heurter à des rencontres, on va dire, plus rapides, plus furtives. Et bon, vous le savez bien, vous l'imaginez bien. Quand on rencontre quelqu'un par hasard... ça se passe pas de la même manière. On prend le temps de s'approcher, on tombe amoureux, on s'attache. C'est différent. Ouais. Mais on dit que c'est des genres d'endroits, on dirait qu'ils veulent, comme aussi les chats et tout, de télé par exemple, on dirait qu'on trouve tout le temps que des personnes directes et en fin de compte qui pensent pas à autre chose que, bon voilà. Ouais. Alors que moi, ce que je voulais vous dire, tant que ça va mieux là, un peu le stress là, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que je prends la comparaison toujours avec les hétéros, pourtant on est tous pareils. Exactement. C'est que je veux dire,
être bien avec quelqu'un, partager des choses et tout. Je veux dire, et ça existe beaucoup, ça aussi, dans la vie, quoi, voilà. Et pas toujours... Tout à fait. Pas toujours avoir des obsessions par le bas, quoi, c'est ce que je veux dire. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Il n'y a aucune différence dans la manière de rencontrer, qu'on soit hétéro ou homo. C'est ce que je me demandais si des fois, chez les homos, ils étaient plus directs. Ouais. Mais vous me confirmez alors que... Ça dépend du mode de rencontre. Hein. Si un hétéro est téléphone à une télévision, un numéro que donne la télévision, c'est sûr qu'il va avoir exactement le même type de rencontre que vous. Soyons clairs, il ne faut pas s'attendre non plus à autre chose. Qu'est-ce que c'est qu'un numéro à la télévision ? C'est une pub ? Non, mais par contre, pour dire plus de détails à ce sujet, c'est un chat de télé, sans nommer les chaînes. Si vous voulez, c'est un chat de télé où on est plusieurs à se rencontrer, hommes et femmes et tout, et à discuter sur cette chat-là, comme on discuterait sur des chats Internet. Bien sûr, mais bon, disons que c'est plus aléatoire. Et j'imagine que si un hétéro appelle ce genre de numéro, il va tomber exactement sur le même type de relation. N'ayez crainte. Moi, je crois qu'il faut avoir un peu confiance et se laisser porter, tout simplement, par la vie de tous les jours, par le quotidien, sortir dans la rue, éventuellement essayer de travailler. Si c'est possible, hein, parce que je sais qu'en ce moment c'est quelquefois difficile d'avoir une activité professionnelle, mais c'est surtout comme ça qu'on vous rencontrait plus facilement. Et puis peut-être si vous avez du temps de libre, pourquoi éventuellement ne pas vous inscrire dans une association ou quelque chose comme ça. Ouais. Parce que si vous voulez, ça à côté, ça me pèse quand même. J'imagine. Alors vous voyez, par exemple, j'ai de la part de Mathieu un SMS, je suis homo, j'ai 26 ans et je vis en couple depuis 3 ans. J'ai rencontré mon compagnon à 2000 km au Portugal. Ah d'accord. Parce que des fois, ce que je vais oublier aussi de dire, avec ces personnes-là, il y a toujours un problème. Alors des fois, quand c'est pas parce que y a un manque de sérieux de leur part, il y a toujours un problème. Oui, t'es trop loin et tout ça. Et là, justement, je vois que j'ai un témoignage. La distance, des fois, ça veut rien dire, quoi. Non, absolument rien. Et moi, on me dit des fois, excusez-moi de vous couper, des fois, par exemple, on me dit, alors que c'est quelqu'un au milieu de la France, et moi, je suis vers le sud. Et alors, à traverser même pas la moitié de la France, où il était trop loin et tout ça. Et oui. Pourtant, je vois, comme je leur ai dit, l'amour, l'amitié on le trouve pas à sa porte, et n'a pas de frontières, quoi. Vous avez raison. Mais c'est justement le moyen de rencontrer qui, je pense, n'est pas le bon. Vous avez dit, je ne rencontre pas les bonnes personnes. Sûrement, mais surtout, je crois que vous ne vous y prenez pas de la bonne façon. Voilà ce que je peux vous dire, Alix. Donc changez peut-être le moyen d'approche, les moyens de faire connaissance, et je pense que vous allez rencontrer cette fois-ci beaucoup plus de personnes qui soient susceptibles de vous plaire. En tout cas, je vous remercie de votre confiance et je vous remercie de votre appel. Ouais. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. C'était Balalou, Revolver, et on va tout de suite continuer avec Louise. Bonsoir Louise. Oui, bonsoir Caroline. Je suis ravie que vous me preniez. C'est moi qui suis contente. Si vous pouviez m'éclairer. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous arrive ? Je vous entends quand même un peu mal. Je ne sais pas pourquoi. Et là, c'est mieux ? Oui, voilà. Alors, je vous appelle parce que j'ai toujours aimé le cinéma. Oui. Bon, je suis à la retraite maintenant, j'y vais l'après-midi, en général j'y vais seule, mais ça ne m'interroge pas du tout. Et j'y allais au moins une fois par semaine, sinon 2. Oui. Voilà. Et depuis à peu près le mois de novembre, je ne sais pas ce qui m'a pris, d'un jour, j'ai eu peur d'y aller. Peur ? Pourquoi ? Bon, j'en sais rien, hein, je ne sais pas. Et j'ai attendu, donc, ça à peu près novembre, hein, j'ai pas... remarquer le mois parce que je me suis dit bon c'est passager. Puis j'ai attendu le mois d'avril, je me suis sentie, j'ai dit je vais y aller. Oui. Bon, ça s'est pas mal passé pendant le film. J'avais pris quand même un tranquillisant avant en arrivant à la séance pour ma foi. Alors j'ai eu un film qui m'a plu et tout, et au générique de fin j'ai eu un vertige. Un vertige. Voilà. Il se trouve que le soir même, au restaurant, j'ai eu un vertige, mais alors beaucoup plus important,
On a dû faire intervenir les pompiers. Je suis allée aux urgences, etc., etc. Et en fait, on m'a fait des examens et puis on m'a fait une perfusion d'un médicament pour annuler les vertiges. Donc ça s'est allé mieux. Je suis sortie de l'hôpital. Tout à fait. Des urgences. Voilà. Et depuis, j'ai peur. Peur. J'ai peur. J'ai peur d'y aller et ça m'ennuie parce que, j'aime ça et il y a des films que j'aimerais voir. Qu'est-ce qui vous fait peur? Le noir? Non, pas du tout. Non, ça me plaît. Moi, ce qui me plaisait dans le cinéma, outre le film lui-même, d'être dans une salle noire avec un écran, avec de belles images, tout. Non, j'ai toujours aimé ça. Hein. Oui, mais je suis sûre que vous aimez ça. Mais quelle est la sensation que vous ne supportez pas et qui provoque le vertige? Est-ce que vous avez pu l'identifier? Est-ce que j'ai pu l'identifier? Est-ce que c'est... Non. Est-ce que par exemple c'est le fait d'être enfermé? Non. Non? Non. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous croyez que finalement vous cherchez un siège qui soit plus près de la sortie, c'est-à-dire à l'extrémité d'un rang? Ou est-ce que vous essayez à proximité d'une sortie rapide, de secours ou de la sortie du cinéma? Non, en principe je me mets au milieu, parce que je me mets vers le fond, parce que les salles ne sont pas si grandes maintenant, et je me mets à peu près au milieu. Mais plutôt vers le fond, mais pas parce que la sortie est rapide, parce que c'est pour ma vue. Oui, ça d'accord, c'était avant que vous n'ayez ces vertiges. Mais depuis que vous avez ces vertiges, est-ce que vous avez, par réflexe comme ça, plutôt cherché une place près de la sortie? Non, je ne suis pas retournée. Vous n'êtes pas retournée depuis le mois d'avril, en fait. Non. D'accord. Et vous avez peur d'y aller? Quand vous pensez au cinéma, vous avez peur du vertige ou vous avez peur du cinéma? Non, du cinéma, non, puisque je vois des films à la télé. Je veux dire, il n'y a pas de raison pour ça. Non, mais pas dans les mêmes conditions. Ce sont les conditions du cinéma qui provoquent le vertige. Non, enfin, j'ai jamais eu peur au cinéma. Je ne sais pas si c'est ce que vous me demandez. Ouais. Non, jamais. Alors, on m'a conseillé d'y aller avec quelqu'un. J'ai demandé à mon ami qui est d'accord. Et même en pensant à ça, j'ai peur d'y aller. Allez voir un médecin. Mais je l'ai dit. Enfin, je suis allée voir une psychothérapeute. Je l'ai dit à mon médecin. La psychothérapeute, elle me dit il faut pas faire ce que vous avez peur de faire. Ouais. Et le médecin, il dit rien. Il faut que le désir soit plus fort que la peur. Voilà, c'est ça surtout. Je vais vous dire effectivement pourquoi vous forcez. Simplement, ça vous prive d'un plaisir. Oui, mais comment je fais d'abord, je sais pas d'où ça peut venir. J'en sais rien du tout. Est-ce qu'il s'est passé un événement particulier à la rentrée? Il s'est passé un événement au mois de juin. J'ai gardé l'appartement, pas l'appartement, la maison de ma sœur à la mer. Ouais. Une grande maison où j'étais toute seule. Je suis restée 10 jours et j'ai eu très peur dans cette maison. D'abord parce qu'elle était grande, parce que le soir il fallait fermer tous les volets. Enfin, c'est un lotissement où il y a pratiquement que des retraités. À 10h30, tout était éteint. Pas de lanterne, je voyais pas de monde. J'ai vu personne pendant 10 jours que je connaissais. Et j'avais peur parce que les volets sont pleins. Oui. Il fallait que je les ferme, parce que par dehors, il peut arriver n'importe qui. Et voilà, je me suis sentie complètement enfermée et j'ai eu des angoisses dans cette maison. Oui. Voilà. Et pourquoi vous ne l'avez pas dit à votre sœur? Peut-être parce qu'elle me l'a pas demandé. Alors peut-être que je lui ai dit 2 ou 3 fois le soir, et puis après j'ai dit je pense pas avoir renouvelé le fait de lui avoir dit. Elle est votre sœur aînée? Oui. Vous avez un petit peu peur d'elle? Non. Non. Vous avez peur de la contrarier? Je n'ai même pas pensé à lui dire Caroline.
C'est-à-dire que vous êtes morte de peur dans cette maison pendant 15 jours, où vous ne parlez pas. Le soir surtout. Oui, hein. où vous ne parlez pas à âme qui vive, vous vous sentez enfermé, les volets, le soir c'est tout noir et vous tremblez et vous n'en parlez pas à votre sœur. Vous êtes incroyable. C'est-à-dire au moment où je le faisais, j'avais peur le soir. Alors je me couchais quand même assez vite j'avais qu'une envie, c'était de me lever le matin. Bien sûr. Comme si il fallait arrêter l'alarme. Enfin bon. Qu'il arrête de faire noir. C'était dans un climat qui ne me plaisait pas du tout. Moi, je crois que c'est la peur de l'obscurité dans cette maison, puisque vous dites j'avais qu'une envie de console. J'allumais la lumière quand même, mais je veux dire, moi, chez moi, j'ai toujours les volets, j'ai toujours un peu de jour, vous voyez, je les ferme jamais jusqu'en bas. Et là, il se trouve qu'ils étaient pleins et qu'il faut tout fermer le soir. Alors, il y a beaucoup de portes, beaucoup de fenêtres. Elle est grande, cette maison. Oui. Et elle a un sous-sol où je vais pas parce que j'ai peur d'y aller. Oui, je comprends. Voilà. Oui. Écoutez, je crois que vous avez toute seule identifié une partie de la cause. Alors, bien sûr, alors quel souvenir cette maison aussi a-t-elle réveillé chez vous? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle vous a laissé une impression suffisamment forte et suffisamment importante pour que vous soyez toujours imprégné de ces impressions-là, et tout ce qui peut vous ramener à une sensation de noir et d'enfermement, depuis, eh bien, mon Dieu, ça vous arrête. C'est-à-dire que je pense que vous avez eu beaucoup plus peur même que ce que vous n'imaginez, et en plus en n'osant pas le dire. Ah oui, parce que j'y suis allée, je lui ai dit oui volontiers, hein. Moi j'ai jamais eu peur de rien, quoi. Mais j'étais pas dans le noir, hein, Caroline, j'allumais la lumière. Hein. Mais j'imagine bien quand même. Mais c'est le fait de penser que les volets étaient fermés, que vous étiez coupé de l'extérieur. Enfermé, voilà. Il fallait tout fermer. Je pouvais même pas aller sur la terrasse parce qu'il y a un escalier extérieur par lequel n'importe qui pouvait monter. Puis il y a une dame qui avait été agressée un peu plus loin. Bon, vous voyez, enfin, j'étais pas tranquille dans cette maison, quoi. Bien sûr. Le soir surtout. Bien sûr. Et le jour, je voyais personne. Bon. Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans une salle de cinéma? Eh bien, on est enfermé, d'une certaine manière. Et dans un milieu, enfin, je veux dire, la salle, elle est forcément complètement opaque. Exactement la même impression que les volets pleins pouvaient vous donner. Je crois que vous avez eu beaucoup plus peur que ce que vous n'osez même dire. Même l'imaginer. Oui, mais ça fait pas longtemps que j'y ai pensé à ça. Enfin, ça date du mois de juin et moi j'ai peur d'y aller depuis le mois de novembre à peu près. J'ai dû y aller quelques fois entre les deux. Hein, mais tant qu'il y a eu de la lumière dehors, mais dès que les jours raccourcissent et dès qu'on a un peu plus... La lumière dehors, à 10 heures, c'était terminé. Hein, c'était tout noir de partout. Hein. Ouais. Je me suis sentie enfermée avec une alarme qui m'a jamais trop tranquillisée. Parce que moi, j'avais dit à ma sœur et mon beau-frère, je lui ai dit, moi, s'il vient quelqu'un, je le laisse faire. Hein. Bien sûr. Écoutez, Louise, réfléchissez à ce que vous venez de me dire. Allez en parler à votre médecin ou à votre psychothérapeute, d'ailleurs, puisque vous en avez une. Et alors? Elle m'a dit, il ne faut pas y aller si vous avez peur. Voilà. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui proposait quelque chose d'assez intéressant et intelligent et qui s'appelle une thérapie comportementale. Et je trouve que dans votre cas, ça serait pas mal. Ah oui? Ouais, tout à fait. Ça me dérangerait pas parce que moi, j'aimerais bien... retourner au cinéma oui, par exemple. Bien sûr que j'aimerais y aller. Écoutez, vous avez en grande partie la cause. Donc, je pense que le fait d'aller en parler à d'autres qui connaissent qu'est-ce que c'est qu'une thérapie comportementale, qui risque, il y a des thérapies comportementales de groupe. Donc, le fait d'aller en parler à d'autres qui connaissent au fond exactement les mêmes symptômes que vous, ça vous ferait du bien. Et oui, mais où est-ce que il y a des thérapies de groupe? Enfin, j'habite Aix-en-Provence. Ça, je suis sûre que vous pouvez vous renseigner. Où est-ce que je peux m'adresser? Parce que j'ai jamais... écoutez, je pense qu'il y a certainement des centres de thérapie en regardant dans les pages jaunes ou quelque chose comme ça. Oui, voilà, vous allez pouvoir trouver. Alors après, centre de thérapie. Demandez à votre médecin. Demandez à votre médecin, ou peut-être il y a des CMP pas très loin de chez vous. C'est votre CMP, médecin. Excusez-moi, je sais pas ce que ça veut dire. Centres médicaux psychiatriques. Vous pouvez leur demander parce qu'eux ils savent où il y en a. Ah non.
Hein. N'ayez pas peur. Alors vous voyez, je reçois par exemple un SMS de la part de Rome qui dit « La peur de l'obscurité, c'est peut-être la crainte de la mort ». C'est vrai aussi. Et cette auditrice a eu raison d'en parler. Voilà, juste une petite réaction comme ça. Moi, je vous les livre au fur et à mesure. Vous voyez, les auditeurs... De la mort au cinéma aussi, alors ? Non, c'est pas ça, mais... Là où ça se rejoint, c'est tout simplement, c'est pas au cinéma aussi. Le fait d'être enfermé dans un endroit obscur, même si vous allumez la lumière, on peut avoir le sentiment de manquer d'air. Vous voyez ce que je veux dire ? On est enfermé. Non, mais le soir, j'avais très peur, hein, je vous le cache pas, même avec la lumière. Hein. Voilà. Donc une fois en plus que vous êtes couché, que vous avez éteint la lumière, là c'est pas facile à vivre, hein, toute seule là-dedans, une grande maison. C'est pas très rassurant. C'est même pas le fait que quelqu'un puisse se faire agresser, c'est le fait d'être seul, enfermé comme vous dites, avec des volets complètement opaques. Oui. Je vous dis surtout que chez moi, j'ai toujours un peu de lumière. Je peux pas rester les volets fermés jusqu'en bas, jamais. Eh oui, j'ai bien l'impression que c'est lié à ça. C'est bien ça ? Ouais, c'est complètement lié à ça. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de dire. Vous croyez que ça peut intervenir 2 mois après ? Et comment ? Et à votre avis, je sais pas si vous savez, hein, je veux pas trop vous embêter non plus. Mais pas du tout, je suis là pour ça. Pourquoi j'ai eu un vertige au générique de fin, au film que j'avais vu, je m'étais décidée à y aller. Je m'étais décidée à y aller, c'est-à-dire que vous avez fait un gros effort déjà pour y aller. Et puis finalement, il y a eu une réaction, Disons que là, c'est quand le psychisme est débordé, il y a un vertige. Le vertige, c'est le fait, comme ça, d'avoir de ne plus contrôler. On ne contrôle plus. Vous n'avez plus réussi à vous contrôler. Pourtant, c'était la fin. Eh oui. Mais bon, vous avez réussi à tenir jusque-là. Moi, j'ai vu le film, c'était très voilà. joli en plus. Bon, alors il faut que j'aille voir... Allez voir, allez demander à votre médecin, passez-lui un coup de fil, il vous donnera déjà quelques adresses. Regardez. Oui, mais je dois aller le voir demain. Ça tombe... autre chose, mais bon. Eh bien, ça tombe très bien, Louise. Ça tombe très bien. Alors, un thérapeute comportemental, c'est ça ? Ouais, thérapie comportementale. Thérapie comportementale. Ou de groupe, hein, c'est ça ? Oui, c'est bien. C'est ça, je vais le noter. Bon, j'espère que ça suffira. Et puis, n'oubliez pas ce qu'on a dit à notre auditrice précédente, Marie-Christine. La sophrologie, la relaxation, c'est bon pour vous aussi, ça. Ah la relaxation, je respire. Oh là là, ça. Ça, je sais le faire. La sophrologie, j'en fais pas, mais me détendre en respirant, je sais le faire. Bon, oui, très bien. Avec le ventre, tout. Donc ça, je le fais. Parce qu'après, j'ai eu quelques angoisses après cette fameuse soirée et j'ai appris à me détendre. En fait, c'est une crise d'angoisse que vous faites qui donne lieu à un vertige. Ben oui. Je crois que c'est ça. Et c'est lié au fait que j'ai gardé cette maison. Alors, si vous voulez bien, on va prendre Maude, qui est en réaction. Enfin, en réaction, elle n'est pas en réaction, elle est d'accord. Mais on va l'écouter. Maude, bonsoir. Oui, bonsoir, Caroline. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une crise d'angoisse, vous aussi, ce qui arrive à Louise ? Oui, c'est de l'angoisse et des crises de panique. Le médecin me l'a bien dit. Ouais. Et il m'a conseillé de prendre un petit sac en papier. Oui. Et de respirer dedans lentement et profondément. Un sac en papier, respirez. D'accord. Allô ? Oui, je vous écoute. Mais pendant que je suis au cinéma ? Bon, oui, au moment où vous avez la crise, hein. Ah, non. Précisément. La crise, je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir, la crise. Donc, quand vous avez peur, quand vous commencez d'avoir peur, c'est que vous êtes en train de la faire, la crise. Oui. C'est tout. Et bon, je prends un cachet et je respire. C'est déjà pas si mal. Donc, Maude, vous, c'est ce que vous faites ? Oui, moi, c'est ce que je fais et au bout de 3 minutes, hop, c'est passé. Ça passe. C'est important à savoir. C'est bon à savoir, c'est que ça passe. Oui. Voilà. Alors, donc, vous prenez un papier, vous respirez dedans ? Un sac en plastique, un sac en papier. Un sac en papier, oui. Pas trop grand, un petit sac. Oui, bien sûr. Oui. On se met pas la tête dans un sac poubelle, on est bien d'accord. La thérapeute que j'avais vue m'avait conseillé de me masser le bas du petit doigt. Ouais. Écoutez, pourquoi ? C'est tout ce qui peut vous ramener à des sensations, des impressions corporelles. C'est-à-dire faire prendre conscience que
vous êtes là, que vous pouvez vous toucher, que vous percevez, vous captez les sensations. C'est pour ça qu'elle vous a dit ça. Donc, ça vous oblige à vous concentrer. Il y a un effort de concentration qui est fait. Parce que justement, on vous demande de faire attention aux sensations que vous éprouvez sur le moment où vous effectuez le geste. Oui. Voilà, c'est histoire de vous ramener à une réalité corporelle. D'accord. Bon. C'est pour ça qu'on vous conseille ça. Mais respirer, c'est la première des sensations et c'est la plus importante. Donc, Maud a raison. C'est bon. Non, mais je vais aller voir. Voilà. Oui, Et vous croyez qu'il va falloir beaucoup de séances ? J'en sais rien, mais en tout cas, ils vont vous donner certainement tout un tas de trucs intéressants à faire et ça va être bien. Il y a vraiment des exercices qui permettent de juguler ces crises. En tout cas, de les maîtriser en partie. Et puis, il faut pas vous priver d'un grand plaisir comme le cinéma. Mais oui, mais voilà. Moi, je sais, oui, voilà. Alors, on va attendre un peu. J'ai qu'une envie, c'est d'y aller, mais j'arrive pas à rentrer. Ouais, mais tant que vous n'arrivez pas à rentrer dans... Si vous voulez, le cinéma, aujourd'hui, ça symbolise d'une certaine manière la grande maison qui vous a fait tellement peur. Voilà. À la place, c'est comme si à la place du cinéma, vous voyez cette grande maison. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas la grande maison, c'est juste une salle de cinéma. Ah bon. Essayez de vous dire ça, déjà. Ben oui, mais... le plus c'est pas la grande maison. C'est que cette histoire de maison, là, ça fait pas longtemps que j'y ai pensé, et je pensais pas à ça... vous pensez que ça peut... Je me suis angoissée là-bas, alors. Oui. Plus que ce que vous ne le croyez. Voilà, pour rendre service. Mais ça vous renvoie aussi certainement à quelque chose que vous avez dû vivre par le passé, peut-être. Et qui vous reviendra en mémoire. N'ayez crainte. Voilà. Bonne chance en tout cas, Louise. Merci beaucoup, Caroline. Maud, merci de votre intervention. Donc, un petit truc comme ça, c'est toujours bon à prendre. Merci de toute façon, ça peut pas faire de mal. Comme vous dites. Non. C'est un bon tuyau. C'est bien, voilà. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci, au revoir Maud, au revoir Louise. Au revoir. Et votre équipe. Europe 1, Caroline Veil. 39 21, notre numéro d'appel. Et tout de suite, Janine. Bonsoir Janine. Oui, bonsoir Caroline. Je suis très contente que vous êtes à l'écoute et puis vous remerciez Monsieur Quentin qui est vraiment charmant à la réception. Hein. Ouais, il est très très gentil, Monsieur Quentin. Hein. Oui. Oui. Alors moi, je vous téléphone parce que j'ai un grave problème, c'est-à-dire que je suis aveugle depuis 3 ans. Oui. Totalement. Et évidemment, je ne m'y habitue pas. Hein. Bien sûr. Et je suis, comme dit l'auditrice précédente, je suis très angoissée, paniquée, parce que c'est encore pire, aveugle, parce que je tombe dans les ténèbres, bon, évidemment, une nuit ou une journée, et puis alors là, c'est pire, c'est des lumières. Les lumières? Ah oui, alors mon médecin me dit qu'il peut rien faire, et puis mon ophtalmo me dit que c'est le cerveau qui capte les lumières. Oui. Et pourtant, je suis dans l'obscurité, hein. Et alors, par exemple, là, actuellement, je suis dans un... Je quitte pas mon transat toute la journée, je ne peux pas me lever, je tomberai. Et je manque de m'évanouir. Alors, je crie, je me débat. C'est affreux, j'arrive plus à vivre, hein. Mais c'est très difficile, effectivement, ce que... Ah là, c'est horrible, hein. C'est véridique. Et là, par exemple, je suis devant ma table. Alors, j'ai comme un grand aspirateur beige lumineux, dans un espèce de cadre gris, et à gauche j'ai une vitrine, il n'y a rien, hein. J'ai une vitrine éclairée rose, et puis j'ai du jaune autour. Alors évidemment, des fois ça penche, alors aussitôt je manque de m'évanouir, alors je crie, je me débat, je pleure. Je fais les 400 coups, évidemment, et alors on me dit que s'il n'y a rien à faire, alors je me dis peut-être qu'il y a des vétérinaires qui sont dans ma position de maladie comme ça, parce que moi je fais une maladie maculaire, ça s'appelle. Oui, tout à fait, oui. C'est terrible. Moi je souhaite à personne. Je préfère avoir une jambe coupée ou n'importe quoi. Oh là là. Ah oui, c'est terrible. Vous savez, je prie Dieu tous les jours, je dis, je voudrais m'endormir sans me réveiller. Puis je fais des cauchemars, parce que je me réveille, je me rendors. Et quand je suis dans le noir dans ma chambre, j'ai l'impression que je suis en train de mourir, moi aussi, hein. Je panique, hein. Alors, j'ai mon compagnon qui est 81 ans, il fait tout ce qu'il peut, mais je prie qu'il fasse rien. Et puis, vous savez, je vais vous dire, Caroline, c'est-à-dire que moi, j'ai une terrible idée. Parce que lorsque c'est une maladie incurable, n'est-ce pas? Si je vais à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils vont me faire?
Parce que moi, je prends des médicaments pour ma tension, mon cœur et tout. Ça, je touche du bois, ça va. Mais si j'arrive là-bas, que vous voulez qu'ils fassent? Me mettront dans un coma artificiel. Ah non, là. Ça, si j'ai peur. Ça. Non, mais là, c'est parce qu'effectivement, je vais vous dire, le fait d'être privé de la vue, c'est vrai. Déjà, c'est terrible. Non, mais vous rend d'autant plus démunis. Donc, vous imaginez qu'on va vous faire des choses terribles. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que les gens dans les hôpitaux sont là pour vous aider. J'ai l'habitude. J'étais presque à l'article de la mort. J'ai trois très graves opérations. Vous voyez bien qu'on vous a récupéré à chaque fois. On m'a soigné parfaitement. Oui, mais là, c'est pas pareil, on peut rien faire. C'est pas parce qu'on peut rien faire qu'on va vous mettre dans un combat artificiel pour se débarrasser de vous, mon Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? Si, parce que je fais des 400 coups, je crie, je pleure. Mais oui, mais alors déjà, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez un compagnon. Oui, mais alors lui, il peut rien faire. Malheureusement, lui aussi, il est malade. Oui, il peut rien faire. On n'a pas d'aide, vous savez, Caroline. Parce que moi, j'avais une voisine, dans la maison. Je suis dans une résidence, n'est-ce pas, à Fontaine-Avon. Et il s'avère que dans ma maison, je peux pas. C'est normal, les gens sont pas à ma disposition. Les gens travaillent, les gens sont âgés, il y a personne. J'ai pas d'amis, j'ai personne. Puis j'ai bien un fils qui m'aide beaucoup. Oui. C'est un fils. Il a 4 ans qu'il est pompier déjà, alors c'est déjà difficile. Alors il vient mercredi, mais il peut pas faire tout. Moi, vous voyez, Caroline, j'ai fait une demande de la Cotorep. Oui. J'attends mon dossier depuis le mois de septembre. Après, c'est long toujours. Oui, il était complet et on m'a demandé un certificat par l'ophtalmo que j'ai fourni. Et je ne sais pas si ça va être acquis. J'ai reçu une lettre le 30 avril me précisant que j'aurais une pension pour moi et puis une carte d'invalidité de 80%. Alors je leur ai téléphoné, mon dossier devait passer le 27 mai, il a été en haut, il n'était pas descendu, enfin j'attends, on m'a dit dans un mois. Parce que moi je n'ai personne pour m'aider, je ne peux pas les moyens de payer une femme de ménage 15 € de l'heure. Oui, j'imagine bien. Et les femmes de ménage ne font pas les carreaux. Non, mais alors par contre, je crois que, vous parlez de la Cotorep, mais je pense que à la mairie, il existe des services sociaux. Vous avez rompu. Parce qu'on m'a fait une réflexion qui ne m'était pas. C'est-à-dire que la mairie me fournit une femme de ménage 2 fois par semaine. C'est bien déjà. Oui, mais elle me retape le lit, elle me fait l'aspirateur et c'est tout. Et je vous assure, Caroline, on peut m'écouter, ça m'est complètement égal. Moi, je suis rebelle parce que je n'aime pas les réflexions désagréables. Mon compagnon, il respecte. Il dit, t'as fini de dire des bêtises, c'est la vérité. Je dis trop la vérité, mais elle me dit, alors j'ai dit, écoutez, madame, et le reste. Écoutez, madame, vous déplacez pas, vous faites pas beaucoup de choses, et puis que la surface est ou pas, vous la voyez pas. Alors là, la colère m'a pris, j'ai dit, puisque c'est comme ça, puisque je suis aveugle, en termes vulgaires, on me laisse dans le... Oui. Eh bien, vous gardez votre femme de ménage et vous êtes aussi... Je vais tout laisser tomber. Oui, mais enfin bon, effectivement, ça, c'est pas la bonne méthode si vous voulez vous faire aider. Je ne peux pas avoir deux choses, comprenez. Si j'ai la Cotorep, la dame m'a dit, est-ce que je dois déclarer la dame? Elle m'a dit, non, c'est une pension directe à direct. Vous l'utilisez comme vous le désirez. Et moi, je prendrai partage 77, qui me fournit une femme de ménage agréée. Parce que si je prends quelqu'un comme ça, je ne veux pas qu'il arrive un accident. Bon, écoutez, je comprends en fait. Est-ce que vous avez de la famille, éventuellement des amis qui pourraient vous aider? Non, personne. Personne. Moi, je vous conseille de retourner un jour à la mairie, un jour où l'assistante sociale elle est en vacances et où vous allez tomber sur quelqu'un d'autre. Pas du tout, depuis 3 ans dans ma maison. Et je ne peux pas me déplacer parce que vous voyez là, j'ai cet aspirateur qui commence à virer vers la gauche. Et ça me manque de me faire ça me fait des vertiges et des fois j'ai l'impression de... Janine, excusez-moi, on va devoir s'interrompre quelques instants le temps du journal. Oui, donc vous êtes gentille, Caroline, je vous remercie beaucoup. Non, mais restez avec nous en ligne. Je vous reprends tout de suite après le journal. Donc ce que je vous propose, c'est de ne pas raccrocher. On se dira quelques mots encore une fois que le journal sera terminé. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 1h. La ligne est à vous, 39 21.
Nous parlons de vous, de ce qui vous intéresse, de ce qui vous fait rêver, hésiter, sourire ou pas sourire du tout d'ailleurs. Voilà, on se raconte nos vies à cette heure déjà avancée de la nuit. On peut se confier, se livrer davantage, quelquefois se libérer même. J'attends vos appels 39 21, c'est notre numéro d'appel et vous passez avec moi à l'antenne. 7 21 21, vous nous envoyez vos réactions par SMS en commençant surtout, je le répète, par le mot nuit. Et puis vous avez encore la possibilité de nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Alors un peu avant le journal, nous étions avec Janine. Janine qui depuis 3 ans est victime de cécité progressivement, enfin même tout à fait maintenant d'après ce que je comprends. Et vous avez je crois une dégénération maculaire qui fait que vous êtes en proie aussi à des lumières violentes qui vous perturbent, qui vous assaillent. Alors, merci d'avoir patienté et attendu avec nous. Vous avez la gentillesse de contact qui m'a pris, qui me réconfortait, mais c'est très gentil, vous lui remercierez à mon égard. Hein. Mais il est très gentil, Quentin, je le répète. Oh oui, il est vraiment patient aussi. Alors normal, alors déjà, un petit SMS de la part de Rome qui dit « J'envoie plein de tendresse à Janine qui me touche beaucoup à travers son témoignage et qui propose, et si elle écoutait des livres audio pour tenter de se distraire un peu ?» Oh non, rien ne m'intéresse maintenant. Je ne m'intéresse plus à rien, vous savez, Caroline. Parce que je dis, je ne mérite pas cette chose, je ne l'admets pas. Et en plus, on m'a tout volé. On m'a tout volé, puisque je vois plus rien. Je vois plus ma famille, je vois plus dehors, parce que je suis en résidence avec des armes, des pelouses, tout ça. Je vois plus mes meubles, ma déco que j'avais fait, que j'aimais beaucoup. J'ai perdu tous mes vêtements. Vous voyez ce que je dis? On m'a tout enlevé. Oui, je sais bien que c'est difficile. Alors, j'ai dit, je suis dans les... Dieu m'a projeté dans les ténèbres. Dans le couloir des morts. Non, c'est pas tout à fait. Si j'ai plus d'avenir, j'ai plus de lendemain, j'ai que le néant qui m'appartient. Ah, voilà. Ouais, je sais que c'est difficile, ça. Je peux pas vous dire le contraire. Je pense pleure, quand j'ai des émotions dans le ventre, en plus t'as grossi, parce que quand je pleure, j'en ai assez, Caroline. Je ne sais pas vraiment s'il y a des auditeurs comme moi, parce que c'est très rare, on m'a dit, un fait exprès. S'il y a un remède ou quelque chose, je ne sais pas. Alors déjà, vous pourriez parler un petit peu à votre médecin de l'état dans lequel vous êtes. Non, mon médecin, il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire, que c'était pas son... Puis mon ophtalmo... Mais changez de médecin parce que non, ça fait 29 ans que je l'ai, très bien. Oui, mais je crois aussi que peut-être... peut-être que vous n'insistez pas assez sur l'état de détresse dans lequel vous êtes. Je ne veux pas prendre d'antidépresseurs. Ce serait peut-être une... Non, j'ai toute ma lucidité mais je mentale. sais, mais il ne s'agit pas de... Et ça va me réduire un petit peu, ralentir. Pas forcément, justement pas. Oui, je sais que vous êtes contre, mais en même temps, il faut bien qu'on vous aide un petit peu, Janine. Je prends un petit peu, je peux dire le nom, un petit truc de Lexomil, mais... Oui, mais ça, c'est ça. Oui, mais ça, vous parlez d'un médicament qui est de la classe des anxiolytiques. Alors, bien sûr, ici, on ne peut pas en parler à l'antenne. Moi, je crois que d'aller voir, peut-être que vous auriez besoin d'une autre sorte de molécule, et c'est à votre médecin de la donner. Couleur qui est terrible. Vous voyez, par contre, ça y a encore changé de couleur. Je suis dans un gris perle, et puis cet aspirateur, une grande plaque qui est sur la table, va vers la gauche. Alors j'ai peur de, comme on dit en termes vulgaires, de virer de bord. Parce qu'à chaque fois, je manque de m'évanouir. Alors je crie, je me rattrape. Puis j'ai toujours peur de... Si ça y est, je vais appeler, je vais tomber. Mais je crois que vous êtes un peu seule. Alors si vous le voulez bien, Janine, nous avons Florence qui souhaiterait vous dire quelques mots. Bonsoir Florence. Bonsoir Caroline. Oui. Merci de nous appeler Florence. Bonsoir Janine. Bonsoir Florence. Voilà, je me permets d'appeler, je suis non-voyante moi-même. Oui. Et je voulais me permettre de téléphoner parce que... c'est drôlement bien. Dans ce monde de brut, on n'a pas assez de solidarité. Oh non, pas du tout. Il n'y a pas de bénévolat, il n'y a rien. Je voulais déjà vous donner des coordonnées d'association. Oui. Et puis je voulais vous dire, Janine, que la vie, malgré tout, n'était pas finie. Voilà, merci Florence. Alors, voilà, je vous explique quelque chose. Moi, j'ai 38 ans. Oui, malheureusement. Oui, j'ai perdu le peu de vue qui me restait à l'âge de 18 ans. Oh là là, mon Dieu. Mais je travaille. Je travaille dans une compagnie d'assistance à la personne. Ah bah dites donc. Je parle couramment 4 langues. Oh bah c'est formidable. Et bon, c'est vrai que je suis célibataire, mais malgré tout, quand même. je passe mon temps à travailler beaucoup. Mais je vous fais des compliments. Je fais de la sculpture sur argile. Ah.
et pour me détendre. Vous avez un courage. Et puis malgré tout, j'aime chanter. Eh ben, c'est génial, Florence, moi, je bravo. chante pas, je crie, moi. Mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans le sens qu'il y a les centres de rééducation fonctionnelle où on peut vous réapprendre, parce que votre cerveau actuellement, excusez-moi, je vous parle un petit peu technique, Oui. n'est pas bien paramétré. C'est-à-dire que toute votre vie, vous avez été habitué à vivre comme quelqu'un qui voyait. Mais ça fait pas longtemps que je suis voyante. Et comme ça fait 3 ans, c'est ça ? Oui. Et là, le problème, c'est que votre corps et votre cerveau sont en dysfonctionnement. Voilà, ils ne marchent pas ensemble. Donc, il faut réapprendre tout ça et à revivre comme quelqu'un qui n'y voit plus. Vous êtes drôlement précise, Florence. Ça met des années. Moi, j'ai dû réapprendre à me maquiller, j'ai dû réapprendre à m'habiller, j'ai dû réapprendre à monter un escalier sans avoir peur. Oui. J'ai dû réapprendre beaucoup de choses. Vous êtes courageuse, mais moi j'ai 77 ans, vous savez, puis j'ai quand même j'ai 6 éventations dans le ventre, des grosses opérations. Oui, c'est ces lumières. Mais si déjà vous arrivez à apprendre, ne serait-ce qu'à vous faire à manger, vous servir non, je fais rien, je peux pas, parce que je vais vous dire, c'est vrai ce que je vous dis, et je mens pas. Si je me lève, je suis dans les couleurs là, terribles. Des lumières épouvantables, effrayantes, hein. Puis je vois des hallucinations. Oui, mais c'est parce que vous pensez à ce que vous avez été avant. Je ne sais pas. Et vous n'arrivez pas à oublier. Oui, elle a raison. Et en fait, des fois, je suis calme. C'est vrai que c'est pas facile pour vous parce que vous ne voyez que ça. Et il faudrait que vous puissiez aussi discuter avec des gens qui ont été non-voyants et discuter avec des gens un petit peu comme nous. Moi, je me permettrais de vous laisser mes coordonnées téléphoniques. Oh, vous êtes géniale, Florence. Parce que je travaille en assistance à la personne, je fais beaucoup de médiation. J'ai fait aussi un peu de psy parce que c'est mon job. Hein. Mais sincèrement, si ça peut vous être utile, c'est ce que je fais. Je ne peux pas me déplacer. Non, mais vous pouvez déjà parler. J'ai de la parole à Rue Saint-Roch. J'ai 4 personnes qui sont charmantes que j'appelle. Je parle avec eux. C'est mais de toute façon, vous avez besoin de temps, ça c'est clair. Et puis, il faut que... J'ai 77 ans, c'est fichu. Hein, là, mais non, c'est un moment. C'est un moment, elle a raison. Vous avez des petits-enfants ? Comment ? Vous avez des petits-enfants ? Ah oui, j'en ai, mais ils sont, vous savez, ils viennent une fois de temps en temps. Oui, mais c'est déjà ça, c'est déjà un réconfort. Basez-vous sur tout ce qui est positif. J'ai pas grand-chose. En fait, d'esprit, j'ai ma fille qui est partie dans le sud. Alors ça m'a fort contrariée. J'ai mon fils... vous avez déjà votre fils. Il vient me faire des courses et tout. Hein. C'est gentil, vous savez. Mais bien. Déjà, essayez aussi de lire un petit peu, d'écouter la radio. Vous voyez, écoutez, Caroline, voilà, mais mon petit radio, qui est grand comme une allumette, allez regarder. Voyez, on l'écoutait. Et je pensais toujours là-dessus. Mais l'association que je voulais vous donner aussi, il y a plein d'appareils ergonomiques pour les déficients visuels. Oui. Pour les gens qui ne voient plus. C'est ça que je téléphone déficience visuelle, oui. Et donc c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler pour vous donner diverses coordonnées et pour vous aider aussi à entamer diverses démarches administratives pour l'association de la maison départementale du handicap. Oui, j'ai fait. Parce que l'assistante sociale, normalement, elle doit venir chez vous et vous aider, elle. C'est-à-dire que moi, j'ai refusé parce que je suis assez rebelle et puis j'ai une réflexion qui m'a fort dépassée. C'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure. On m'a donné une femme de ménage. Mais vous savez, Janine, je crois que vous êtes dans un état qui fait que vous n'entendez même pas tout ce que Florence est en train de vous dire. Elle veut me donner pour la mairie. Non, pas du tout. Elle vous parle. Non, ce sont des associations pour déficients visuels. Et il y a aussi différentes chats, il y a différentes choses qui sont organisées dans vos villes, dans les différentes villes. Et ça n'a rien à voir avec la mairie ou avec... Dans Avon, j'ai pas grand-chose, moi. Oui, mais peut-être à proximité. Puis ces associations, elles vont vous donner peut-être les moyens de locomotion, on ne sait pas comment, mais elles ont des bonnes idées. Vous apprendre à se déplacer avec une canne blanche, moi j'en sais rien. Un tas de trucs dont elle a besoin, je sais pas. Je suis au 3e étage et demi sans ascenseur, je ne peux pas. Bon, écoutez, Janine, là, on se pose un tout petit peu parce que j'entends que vous êtes d'un seul coup, vous vous énervez un petit peu. Non, pas du tout. Non, mais... Moi, je vous dis, il y a des moyens d'information, je vous dis ce qui existe, maintenant vous faites comme vous voulez. Oui, mais vous savez... Moi, ce que j'aurais voulu savoir, s'il y avait des personnes qui voyaient des lumières et qui auraient un petit remède pour empêcher un peu ces violentes lumières, c'est ça. Mais alors, on vous explique que c'est une question de rééducation. Pensez, quoi.
Parce que ça fait partie de votre cerveau aussi. C'est-à-dire que c'est les douleurs fantômes. C'est pas des douleurs du tout. C'est pas des douleurs fantômes, mais on appelle ça un petit peu... Moi, quand j'ai perdu la vue, ça m'a fait la même chose. Quand je m'approchais du soleil, je pensais que le soleil était là, mais en fait, il n'y avait pas de soleil. Non, il n'y a rien. Moi, j'ai les rideaux fermés. C'est pareil, mais ça, faut pas y penser. C'est un truc, vous dites dans votre tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais je les vois, c'est ça. Non, mais c'est une question de rééducation. On vous apprend à penser autrement. Voilà. On vous apprend à penser autrement, c'est-à-dire à penser comme quelqu'un qui ne voit pas. Et c'est ça qui est important, parce que vous ne voyez pas, mais vous continuez de penser comme si vous pouviez encore voir. Et non, il faut que vous appreniez à voir avec vos mains, avec votre cœur, avec votre nez, avec votre bouche, avec vos oreilles. Ça, je parle beaucoup, et puis je écoute la radio. Non, mais c'est pas seulement ça. Il faut développer les autres sens. Écoutez, je vous assure, Janine, je trouve que Florence, vraiment, elle est formidable. Elle est courageuse. Et puis en plus, elle fait des compliments. Mais elle a tout un tas de bonnes idées qui ne sont pas des pistes à négliger. Et si vous étiez, je dois dire, dans un autre état mental, c'est-à-dire vous entendriez ce qu'elle est en train de vous dire. Mais là, je vous sens en fait tellement désespérée. Oui, parce que je balance, je manque de me trouver mal, c'est ça qui me fait peur à chaque coup. Mais oui, je sais. Ça balance là. Je peux pas me lever, je suis obligée de réveiller mon compagnon qui m'emmène dans ma chambre. Massez-vous la nuque. Comment ? Respirez, massez-vous la nuque. Ah oui, je vais le faire. Écoutez Florence, on va prendre vos coordonnées hors antenne. C'est très gentil à vous d'être intervenue de cette manière. Je vous remercie beaucoup Florence, je vous souhaite beaucoup de courage. La prochaine fois, ça sera peut-être pour moi. Non, je vois vraiment en pleine non, j'ai pas de mec, c'est tout. Moi. Ce qui me dérange, c'est que j'ai pas de bonhomme avec qui partager tout ça. Mais vous voyez, il a 80 ans et puis il est malade, alors vous savez. Oui, mais enfin bon. Je suis en train de m'embêter, je l'embête. Voilà. Gaston, vite, je vais me trouver mal. Je vais pas bien, je bascule. Et c'est vrai, quand je me couche, on dirait qu'on m'emporte le lit sans va et tout ça, c'est horrible, c'est malaise. Alors vous voyez, par exemple, je reçois des SMS à votre intention, Janine. Gentil. Florent, d'abord, ma tante de 86 ans est aveugle pour les mêmes raisons. Elle écoute des livres. Elle a connu des moments difficiles, mais maintenant elle écoute des livres. Donc vous voyez, on peut se sortir un tout petit peu, en tout cas je dirais, de l'état de détresse et de désespoir dans lequel vous êtes et sur lequel je voudrais bien que votre médecin se penche. Je répète. Faut lui dire, Et puis, à l'attention de Florence, ça c'est pour vous, Florence, de la part de Stéphane. Il dit que vous êtes une femme formidable et je vais vous dire, il a raison. Alors, si vous le voulez bien, on a aussi Sylvie, qui est là et qui voudrait aussi vous dire quelques mots. Donc, merci beaucoup, Florence, et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Florence, ne raccrochez pas. Pour vous accompagner. Ne raccrochez pas, on va prendre vos coordonnées en antenne et vraiment merci de votre intervention. Merci beaucoup, Florence. Et de votre générosité. Et bon courage. Sylvie, bonsoir. Oui, bonsoir Caroline, bonsoir Janine. Alors voilà, moi je vous explique actuellement, donc je suis en train de préparer le diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale. Alors pour vous résumer un petit peu cette formation, c'est une personne qui accompagne les personnes qui sont fragilisées, soit par l'âge ou soit par un certain handicap. Donc c'est tout à fait différent d'une femme de ménage qui va se rendre chez la personne et faire du ménage, tandis qu'une auxiliaire de vie sociale, c'est une personne qui accompagne et qui aide une personne qui est fragilisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Voilà. Et je pense que c'est une personne comme ça qu'il faudrait à Janine, quelqu'un qui soit là à ses côtés, qui l'aide au quotidien à faire avec elle, qui la soutienne, qui la sorte, qui gère un petit peu son temps avec elle. Voilà. Donc c'est tout un ensemble. Et je voulais aussi dire, et ça rejoignait le message donc de l'auditrice de Florence. Voilà, de Florence. Et c'est vrai qu'il y a des organismes qui sont spéciaux donc pour les personnes âgées et handicapées. Donc il y a déjà la maison du handicap où elle peut se renseigner et vous avez aussi ce que l'on appelle le CLIC. Alors le CLIC, oui, mais je me suis renseignée, oui. Alors, il y a le conseil général. Voilà, donc il y a le conseil général. Je peux pas payer les 24 € de l'heure. Non, mais c'est gratuit. Non, la personne, c'est pas gratuit. Oui, mais vous avez des allocations pour ça. Non, je n'en ai pas. J'ai que la Cotorelle qui va me fournir une allocation de 598 € par mois. D'accord. Janine, ne refusez pas tout. Écoutez un tout petit peu. Tout, je me suis renseignée il y a très beaucoup de temps et je suis très étonnée d'ailleurs parce que aide à la personne, je suis employeur et je paye la personne et après j'ai Saint-Étienne qui m'envoie des coordonnées pour payer les charges.
tous les mois comme employeur. Et ça me fait 24 € de l'heure, l'auxiliaire de vie. Vous savez ? Oui, mais il y a une partie qui peut être prise en charge. Il y a une partie qui peut être prise en charge. Voilà. Votre caisse de retraite. Non, j'ai demandé, j'ai pas le droit, j'ai fait toutes les démarches, ma fille avait tout. Hein. Vous êtes allé voir le CLIC, parce que ce sont des personnes vraiment qui peuvent vous aider à constituer un dossier. Et ça, c'est vrai que très peu de personnes le savent. Et vous avez, ces personnes se déplacent au domicile des personnes comme vous. Hein, j'ai demandé le CLIC, je peux vous dire, me donner une adresse, je suis à Avon. J'ai demandé, c'est à Fontainebleau, et il me donne une femme de ménage. mais 3 c'est très € bien, de l'heure, c'est pas cher. Mais aide à la personne, comme vous dites. Normalement, mon médecin m'a fait un papier comme quoi que j'ai besoin d'une tierce personne au quotidien. Oui, mais tout ils à ne veulent fait. pas m'en donner une, c'est à ma charge. Oui, mais une auxiliaire de vie sociale, c'est différent. Elle fait aussi du ménage, mais elle fait de l'accompagnement et du maintien à l'autonomie. Voilà la différence. Et là, vous pouvez avoir tous les renseignements et vous pouvez même avoir un ergothérapeute, c'est-à-dire une personne qui va venir à votre domicile, qui va aménager votre habitat de façon à pouvoir vous déplacer sans difficulté et sans crainte. Et ça, c'est pris en charge. Et qui c'est qui prend en charge cette affaire ? Qui c'est qui prend en charge cette affaire ? Eh bien, c'est le Conseil général qui C'est le Conseil général. Donc, vous voyez, il y a encore des solutions, mais j'ai l'impression que... Non, mais je vous assure, écoutez, j'ai fait la démarche auprès du CLIC et on me fournit par la mairie, par la PAP, une femme de ménage, je paye pas cher, vous savez, 3 €. Non, mais il ne s'agit pas de femme de ménage. C'est tout ce qu'ils me donnent. Oui, mais je crois que peut-être vous pourriez retourner voir, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités que ce que vous n'imaginez. Moi, j'ai pas d'aide du tout. tout. Au niveau des personnes handicapées, surtout qu'elles pourraient avoir un aménagement qui soit pris en charge par rapport à son handicap. J'ai besoin de rien dans mon appartement. Des choses comme ça. Non, j'ai besoin de rien, je me déplace. Oui, mais vous savez. Mais je sais, Janine, mais vous êtes dans un état là, vous êtes un peu, vous êtes un peu têtu, obstiné parce que vous pensez que tout est fini. Et je pense que cette détresse se répercute sur votre état de santé. Oui. C'est parce que j'ai demandé partout, puis moi, j'ai rien. La sécurité sociale me dit non. Je suis même pas vu bâtiment. Vous savez, vous êtes très en colère de ce qui vous arrive, Janine. Et on le comprend, et on peut le comprendre. Et c'est ce que dit Catherine dans son SMS. Je ne donne rien, moi. À part la Cotorep, là. J'ai mon dossier qui est passé, et il m'a envoyé une lettre le 30 avril, comme quoi que j'ai les coordonnées des 598 € par mois, donc je prendrai une aide ménagère, et puis voilà. Et puis l'aide ménagère, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que n'oubliez pas qu'il y a votre compagnon qui est à côté, et c'est ce que l'on appelle un aidant naturel. Et bien souvent, les aidants naturels sont des personnes qui s'épuisent avant même la personne. Puis il a 80 ans, il est malade. Oui. D'accord, mais lui s'épuise par rapport à vous, parce qu'il veut vous aider, vous remonter le moral. Et bien souvent, malheureusement, ces personnes-là, elles se fatiguent très très vite, parce qu'elles sont très inquiètes. Bien sûr. Si vous aviez quelqu'un, je ne dis pas que la dame qui est là soit pas compétente, pas du tout. Non, mais moi je ne dis pas ça du tout. Non, c'est pas ce que je dis. Moi je suis sociable, Dans l'aide à domicile, vous avez 3 catégories de personnes, de salariés. Vous avez les agents à domicile, vous avez les assistantes de vie aux familles et les auxiliaires de vie sociale. Voilà. C'est-à-dire le mot social, c'est-à-dire qu'on va aider la personne socialement à lui trouver des aides, à l'accompagner. Je ne dis pas que les autres personnes ne sont pas compétentes. Et je me redresse où alors, encore une fois ? Comment ? Je m'adresse encore à la mairie. Non. Voilà, vous pouvez vous adresser à la mairie, au CCAS, au Centre communal d'action sociale. J'en ai un, la mairie. Vous pouvez vous adresser au Conseil général et au CLIC. Au Conseil général et au CLIC. Et vraiment, parce que on va... il y a une personne qui va venir de la part du Conseil général établir une grille agir. Donc cette grille agir, c'est tout simplement savoir qu'est-ce que la personne est capable de faire et de ne pas faire. Vous voyez, et aussi par rapport à son âge. Donc je suppose que vous avez plus de 60 ans. J'ai 77 ans bientôt. Voilà, donc c'est parfait. Donc selon les revenus, je pense qu'il y a encore des choses à faire à ce niveau-là. Tout à fait, Sylvie, vous avez raison. Cette formation-là, parce que je suis toujours dans l'aide à la personne, que ce soit professionnellement bénévole, parce que je suis bénévole à la Croix-Rouge française, donc je fais aussi du soutien
si en même temps, donc moi je perçois vraiment votre détresse et je pense que peut-être que si vous aviez votre idée un petit peu plus apaisée, si vous pensiez à autre chose, peut-être que vous seriez moins focalisé. J'ai la radio, j'ai la télé. Oui, mais vous n'êtes pas très apaisé parce que effectivement, voilà, il vous faudrait un contact extérieur. Oui, vous êtes en colère après ce qui vous arrive. Non, je vais vous dire. Alors moi, il est venu la clique justement. J'ai eu un médecin qui est venu m'interroger. Il m'a fait taper avec une infirmière. Oui. Il m'a dit, je viens pour vous aider. Eh bien, j'ai téléphoné. Oui. Ça fait depuis le mois d'avril l'année dernière. Et je n'ai aucune nouvelle. Oh là là là. Et moi, j'ai dit, comment se fait-il que vous êtes venu à mon domicile? Alors, j'ai cru à un moment donné que c'était pour me mettre en curatelle. Parce qu'il m'interrogeait surtout. Et il m'a rien donné. Et j'ai dit, j'avais un certificat comme quoi j'ai besoin d'une tierce personne à domicile. On m'a fourni mais tout à fait. Rien. J'ai une ménagère. 3 € de l'heure, je pourrais le payer quand même. Alors, c'est vrai que il y a 3 mois qui va s'écouler entre le moment où on reçoit votre dossier et le moment où il est étudié. Ça, c'est vrai. Ça, en fait, c'est tout ce que j'apprends dans ma formation. Parce que je veux me professionnaliser dans ce que je fais. Et pour aider au maximum les gens à pouvoir percevoir les allocations qui leur est due, suivant leur handicap ou suivant leur âge, etc. Donc, moi, je vous conseille de retéléphoner au clic un jour où vous serez tout à fait, Sylvie. Proposé. Écoutez, en tout cas, je crois que retéléphoner au clic. Voilà, je crois qu'en fait, Janine a bien entendu. Je suis pas toute seule. Voilà, et je vais retéléphoner parce que je vous assure que l'infirmière, une infirmière. Téléphonez calmement. Téléphonez calmement. Je suis calmement, elle était charmante ce temps-là. Oui, mais peut-être que vous devriez demander à votre fille d'appeler pour vous. Sylvie, ma fille est à Perpignan, alors je peux pas. Oui, mais elle peut le faire quand même. Je suis aimable, quand les gens sont aimables avec moi, je suis aimable, il n'y a pas de raison. Mais je sais bien, mais simplement, vous êtes en même temps en colère et on comprend parce que... Non, moi, je suis contre moi-même, pas contre les autres. Et quand on me fait une réflexion comme on m'a faite, il y a quoi quand même d'être en colère. Mais bien sûr, mais je dis que vous êtes en colère après ce qui vous arrive. Sylvie, je vous remercie. En tout cas. Et puis merci et bravo pour ce que vous faites. Bravo pour ce que vous faites. Plaisir, vous savez, c'est vraiment une grande joie pour moi de faire cette formation. Voilà. Merci en tout cas et bravo pour votre courage. Continuez comme ça. Merci, moi je sais pas bon courage aussi à Janine et que ça aille mieux dans le temps. Voilà. Tout à fait. Au revoir Sylvie, merci. Dans une grande banlieue qui n'a pas tellement d'aide. Merci. On va prendre, si vous voulez bien, une dernière intervenante, Christiane. Christiane, bonsoir. Oui, bonsoir Caroline, bonsoir Janine. Bonsoir. Alors moi je voudrais moi j'en sais beaucoup moins que Sylvie bien sûr, mais je voudrais donner mon propre témoignage. Janine, si vous voulez bien, on va écouter 2 minutes Christiane, sans l'interrompre. Pardon, excusez-moi. J'écoute. Je comprends un petit peu la colère de Janine, bien que je sois pas arrivée au début de son récit, mais moi je voudrais vous dire simplement que je suis non-voyante de naissance. Oh là là. Et ça, mais non, faut pas dire oh là là, Janine. Faut pas prendre les choses en pitié. On est toujours plein les aveugles. On n'est pas du tout comme ça. Non, mais c'est ça. Voilà, justement, exactement. On est des gens qui depuis, on est comme ça, on est né avec ça, donc on est habitué avec ça. Oui. Moi, je suis habituée à ça. Je suis allée dans une école spécialisée, j'y ai fait mes études. J'y ai appris le braille, la musique, j'ai appris le piano, l'orgue aussi. Je suis pas douée pour ça. Et sans l'interrompre, Janine, s'il vous plaît. Dans ma commune, je chante dans ma paroisse parce que je suis pratiquante, je suis protestante pratiquante et je fais partie de la chorale. Et autrement, je fais de l'informatique. Donc je fais du courrier, je m'occupe comme ça, et dernièrement là, je viens d'adhérer avec joie à l'association Grégory Le Marchal, qui est une association qui lutte contre la mucoviscidose. Bravo, voilà. Bravo. Écoutez, on a plein de témoignages de personnes absolument formidables ce soir. Et moi je dis, Janine, il faut pas perdre pied. Il faut vraiment garder courage. Oh là là, j'en ai pas. Quant à dire, j'étais un petit peu déçue tout à l'heure que Sylvie, elle a eu l'air de dire que les aides à domicile, c'était pas trop génial. Non, pas du tout.
Mais c'est pas vrai du tout. Bah, moi, je sais que... Janine, n'interrompez pas, si vous voulez bien, Christiane. Ah oui, vous êtes embêtante, mais on comprend. Vous êtes pardonnée. Je suis seule à l'heure actuelle, je suis divorcée depuis 2 ans, et malheureusement, moi je ne fais pas ma cuisine moi-même. Et j'ai besoin de quelqu'un pour mes courses, et aussi, pour le reste des papiers quand j'en ai. Bien sûr. Eh bien, je fais partie, je me suis inscrite à l'ADMR de ma commune, c'est-à-dire l'aide à domicile en milieu rural. Et moi, j'ai droit, franchement, à une aide ménagère, une petite aide ménagère qui aurait l'âge d'être ma fille, mais qui est géniale avec moi, parce que elle me fait mes papiers, elle me fait mon courrier, elle m'aide vraiment beaucoup. Et j'en ai une autre, celle qui me fait la cuisine et les courses. C'est une auxiliaire de vie, elle, qui me fait part un petit peu de ses témoignages vis-à-vis des autres personnes qu'elle a. Et ce sont des personnes qui sont formées aussi sur un plan psychologique. Elles font des stages de recyclage, de formation, et elles étudient justement un petit peu toutes les maladies que peut avoir la personne, que ce soit aussi bien visuel que physique au niveau des membres, par exemple. Et elles viennent en aide également à ces personnes. Alors c'est pour ça que je tenais à témoigner ce soir. Bravo. Et à dire qu'il ne fallait absolument pas perdre courage, Janine. Oui. Au contraire, je comprends que vous soyez comme ça, mais il faut vous calmer un petit peu. Oui. Il faut essayer de voir les choses maintenant comme elles sont. Acceptez-vous comme vous êtes. Je sais, c'est très dur à dire. Oui, c'est pas facile. Surtout quand on a vu clair. Je comprends très bien. Mais il faut vous accepter comme vous êtes. Acceptez aussi les aides que l'on vous offre. Mais j'en ai pas. J'ai demandé. Oui, mais non, il y a 3 personnes qui vous ont. Quand vous en aurez là. Oui, vous allez en avoir. Vous allez en avoir. Si vous le voulez, Janine, je laisse mon numéro de téléphone au standard. Je peux rien noter. Vous pourrez m'appeler quand vous voulez. Oui, mais vous pourrez rappeler là. Vous pouvez pas noter, mais peut-être que votre compagnon pourra le faire demain. Oui, je peux pas. Oui. Je peux pas. Et je vous assure, j'ai eu le clic, j'ai eu la PA là, de la mairie. Mais le clic, c'est fait pour les dossiers. Oui, puis alors j'ai eu un médecin qui est venu l'année dernière avec une infirmière. Oui, mais ça, vous nous l'avez déjà raconté, c'est ce que vous avez expliqué. Mais moi, j'ai pas eu d'aide du tout. Écoutez, je crois qu'il faudrait peut-être demander à votre fille de vous aider davantage et de faire. Ouais. Il faut pas avoir peur d'insister, nous dit un petit message SMS. Demain, je vais demander parce que j'ai voilà. Mais surtout, voilà, et puis demander une auxiliaire de vie et puis demander. 24 € de l'heure. Oui, on a compris ça. Mais je vais vous dire, je crois que vous devriez peut-être solliciter un peu votre fille, même si elle habite Perpignan, qu'elle vous donne un petit coup de main là-dessus. Je vous remercie, Christine. Je vous remercie, Caroline. On a fait. Vous êtes très gentil, vous avez fait tout votre possible. Je vous remercie tous vos auditeurs. Auditrices, et je leur souhaite bon courage aussi parce que je sais que ce que vous vivez est très difficile. On en a tous conscience. C'est Lumière qui m'inquiète. Mais c'est pour ça qu'on essaye de vous aider. Christiane, bonsoir, merci de votre appel et encore bravo pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites et le courage que vous essayez de donner à Janine. Merci Janine. Écoutez, c'est ce qu'il faut faire, Caroline, parce que je vous dis, maintenant je suis toute seule, je suis divorcée, je suis toute seule comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça a été très très dur pour moi à surmonter. Et je me suis dit maintenant, ma fille, tu vas droit de l'avant, t'essaies de te mettre dans des associations, de communiquer un petit peu avec les uns et les autres. Tu peux te rendre utile. Eh ben bravo. Voilà. En tout cas, toutes mes félicitations et vraiment, je vous trouve qu'on a eu plusieurs personnes tout aussi formidables les unes que les autres et on est bravo. Merci aussi pour votre générosité. Au revoir, Christiane. Je vous en prie. Merci, Caroline. Bonsoir. No Doubt, Don't Speak. Et tout de suite, nous allons accueillir Antoinette. Bonsoir, Antoinette. Bonsoir. J'appelais au sujet de Janine. Oui. Je vois qu'elle se fait du souci, pour sa femme de ménage, qu'elle n'a pas assez d'argent pour payer. Mais vous savez, après 70 ans,
Bon, moi je suis aveugle depuis 21 ans, mais et j'ai droit à l'échec emploi-service, 7,60 € de l'heure, à part les charges qui sont de à peu près 88 €, enfin ça me fait en tout 8,50 € de l'heure. D'accord, oui. Et je prends, j'ai une petite jeune qui vient 2 fois par semaine, et c'est bien, c'est formidable, elle me sort, je vais promener avec elle. Alors une fois elle me fait le ménage, une fois on sort faire les courses, on va à pied, j'habite un tout petit village. Alors c'est vrai, je reconnais que c'est dur, mais on s'y fait. Hein. C'est dur. J'ai 79 ans et ça fait 21 ans. J'avais 58 ans quand je suis restée aveugle. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Antoinette ? Pardon ? Qu'est-ce qui vous est arrivé, Antoinette ? Eh ben, je sais pas, c'est une maladie. La maladie ? Oui, c'est les yeux. Et moi aussi, comme elle dit, elle voit des lumières, mais ça arrivera, elle les verra plus. Parce qu'au début, ça m'arrivait, moi. Je voyais des lumières, je croyais même, des moments où je croyais que j'allais voir. Tellement c'est vrai, ça me tournait la tête, il me semblait que j'allais tomber. Et au bout de quelques années, ça est passé. Ça a passé, les lumières, ça a passé. On peut rien y faire, bien sûr, parce que c'est la rétine qui est détruite, alors on peut rien y faire. Mais j'écoute des livres audio. Vous savez, il y a les bibliothèques sonores. Oui, tout à fait. Alors, mes filles, j'ai une fille qui habite pas trop loin, elle va me chercher tous les mois, et j'ai des CD, j'écoute la radio, et ma foi, la radio, surtout le soir, oui, c'est formidable. Comme vous dites. Oui, la radio avec Caroline, c'est formidable, hein, c'est vraiment formidable. Mais il faut pas qu'elle se mette dans ces états, parce que ça l'arrangera pas. Hein. Oui, elle est très très nerveuse, oui, mais je crois aussi, elle n'accepte pas du tout son état. Vous avez bien oui, c'est vrai le voir. Mais c'est vrai, au début on n'accepte pas, c'est vrai, je reconnais, mais ça passe. Et il faut qu'elle prenne. Vous voyez, moi j'ai 79 ans, et à force on s'habitue. On a les sens qui se développent. D'autres sens. Ah oui, d'autres sens. L'odeur, l'ouïe, le toucher, tout ça se développe. Il ne faut pas qu'elle se désespère comme ça, parce que alors, moi je vis seule aussi. Je suis toute seule, je suis veuve, je vous prie de croire, j'arrive à me débrouiller. C'est vrai qu'au début, j'imagine bien. C'est dur, mais enfin, on s'y fait. Moi, j'ai mes petits-enfants qui viennent de temps en temps, et ma foi, c'est toujours... Il faut pas qu'elle se mette dans un coin, et sinon, elle s'en sortira pas. Oui, mais vous avez vu à quel point elle a peur. Oui, elle a peur que si d'aller dans un hôpital et qu'on la plonge dans un coma artificiel pour se débarrasser d'elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle a peur de tout, elle a peur de tout le monde. Ce qu'elle vit lui fait tellement de mal. Mais c'est vrai, c'est dur. Mais on s'habitue. Moi, des fois, beaucoup de gens me demandent, mais comment vous faites pour vous habituer ? Ah ben oui, on s'habitue. Oui, bien sûr. Mais combien de temps ça vous a pris, Antoinette ? Ah, ça m'a pris au moins 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans, c'est ça. Ouais. Et pendant 2 ou 3 ans, j'étais très mal. J'arrivais pas à accepter cette cécité. Et puis après, ma foi... Mais comment vous avez fait ? J'ai pris sur moi, je me suis dit, j'ai 2 filles, et j'ai pas voulu aussi... elles étaient déjà assez tristes comme ça. Et je me suis pris, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, et c'est ça. Et surtout, je travaillais dans des centres sportifs. Alors, j'étais beaucoup en contact avec les jeunes sportifs dans le ski. Et je vous prie de croire que on s'y fait. Il ne faut pas qu'elle se désespère, elle s'y fera. Mais est-ce que vous avez eu une rééducation particulière ? Est-ce qu'il y a des rien ? Il n'y a pas d'organisme auquel vous vous êtes adressé ? Non, c'est-à-dire, on me l'a proposé au début et j'avais trop peur. Vous aviez peur de quoi ? J'avais peur de partir. Il fallait que je parte un peu loin, même pour aller prendre un chien d'aveugle, il fallait que je parte un mois. Et j'ai pas eu le courage. Maintenant, c'est trop tard. Ouais. Maintenant, je me suis fait... j'ai mes petites filles qui viennent, mes filles, elles viennent au moins 1 fois par semaine. Et puis j'ai le téléphone. Alors à qui vous téléphonez ? Qui vous appelez ? Ah non, j'appelle ma sœur, j'ai une sœur, j'ai un frère, donc de la famille. C'est vrai que ça c'est bien d'avoir... Une fois j'avais entendu qu'il y avait une association où on laissait son numéro, et ils nous appelaient de temps en temps, mais j'ai pas pu relever le numéro bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a... Vous savez, si vous savez le plaisir que ça fait quand le téléphone sonne, ouais. Il me semble qu'on est vivant. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai. Quand les téléphones sonnent,
je me dis, j'ai un téléphone dans chaque pièce, de peur de rater. Ouais, bien sûr. Mais elle a droit à ce chèque emploi-service, c'est 7,60 €. Alors, elle va à la banque et il lui explique tout bien. Et elle a une femme, c'est vrai, il faut qu'elle ait quelqu'un, hein, parce que c'est vrai que si son mari est malade, moi je vis toute seule. Alors imaginez, c'est encore pire. Hein. Oui, mais vous avez perdu votre mari il y a longtemps ? Ah oui, même avant d'être aveugle. Oui. Avant ? Ah oui. Ouais. 3 ans avant d'être aveugle, j'ai perdu mon mari. Et à 58 ans, je suis restée aveugle. Et donc j'ai commencé par perdre tout doucement la vue. Et puis d'un coup, ça s'est arrêté. D'un coup, oui. Ouais. D'un coup, ça s'est arrêté. On n'a rien pu faire. J'ai vu tout. J'étais jusqu'à Paris, j'ai fait tout, mais c'est rien. C'est la rétine qui est détruite. Et c'est vrai, les lumières, on les voit. Hein, ça. Au début, je prenais presque des malaises. Et des fois, j'avais mes petits-enfants ou quoi, je disais, je crois que je vais voir. Tellement c'était fort. Et ça donne des malaises. C'était violent, oui. Ça passe après. Maintenant, je les ai plus. Même, je regrette de ne pas les avoir. Pourquoi ? Parce que quand j'avais ces lumières, j'avais toujours un espoir. Je ne sais pas pourquoi. J'avais l'espoir, je me disais, peut-être que tu vas voir. Et ça, je regrette. Des fois, je le dis à mes filles. Elles me disent, maman, mais tu te trouvais mal presque quand tu les avais. J'ai dit, oui, mais toi, maintenant, ça me manque. Parce que il me semblait qu'il y avait quelque chose. Surtout que, vous savez, quand on est aveugle, on a toujours une clarté. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le noir. Non. Ouais, c'est une... Et c'est ça. Ça fait qu'on ne se repose pas beaucoup à cause de ça. Ah, d'accord. On est toujours... Il y a une clarté. Et ça, c'est difficile. Mais enfin, on s'habitue. Il ne faut pas qu'elle désespère comme ça. Parce que vous voyez, vous avez 2 ans de plus au fond que Janine qui nous a appelés, et elle est beaucoup plus. Je dirais elle ne s'est pas du tout fait à son état. Elle le refuse en réalité. Elle refuse. Mais voilà, c'est ça. Alors peut-être qu'on accepte mieux parce que c'est vrai, c'est extrêmement. C'est très douloureux. Vous savez, on arrive à faire. Mais vous étiez plus jeune. Oui, voilà. C'est vrai que j'avais 58 ans et j'ai pu m'y faire. Mais elle verra, elle s'habituera et on s'habitue à être aveugle. C'est malheureux, mais à dire... Bien sûr, tout à fait. C'est ce que disait d'ailleurs notre dernière auditrice qui a dit, moi je suis aveugle de naissance, je n'ai jamais vu, eh bien je vis. Ah oui, mais mon Dieu, je vis, j'ai une vie, j'ai une vraie vie. Oui, moi ma fille s'est mariée, ça fait 15 jours, on est en mariage, ils m'ont fait danser, mes petits-enfants me font danser, ils me disent toujours, mamie, mais t'es pas sûr, t'es sûr que tu vois pas? En riant, parce que vraiment ils voient que je suis bon, il faut m'aider. Bon, je peux pas sortir, ça, je peux pas sortir toute seule, mais enfin, j'arrive à vivre. Il faut pas qu'elle se mette dans ces états, parce qu'alors elle s'en sortira pas. Oui, parce qu'en plus elle a un compagnon qui lui-même est malade, donc à la fois elle a l'impression de peser sur lui. On voit bien qu'elle n'en a pas parlé, mais très certainement elle se sent coupable. Vous savez, on a l'impression qu'on est un poids, qu'on est une charge. Elle doit se sentir aussi coupable de ne pas pouvoir l'aider, elle. Oui, mais c'est dur d'être seule aussi, hein, parce que moi je vis toute seule et c'est vrai que c'est dur. Quand on n'a personne à qui parler, personne à des journées entières, mais enfin, on s'y fait, hein, c'est la vie, hein, c'est malheureux. Oui. Quand on voit des jeunes, c'est encore pire. Moi, quand je vois des jeunes aveugles, que j'entends des jeunes aveugles, je me dis, c'est vous pire. Avez dit, voilà. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, vous m'avez dit, je téléphone à mon frère, à ma sœur. Oui. Combien de petits-enfants avez-vous ? J'en ai 11. Voilà, vous ne l'aviez pas dit. Oui, j'ai 11 petits-enfants et un arrière-petit-fils. Bravo. Oui. Et alors, de temps en temps, j'ai un coup de fil. Mamie, ça va bien. Ils me parlent. Enfin, des fois, ils viennent me chercher pour aller même pour un repas. Mais enfin, je suis seule toujours. Hein. J'ai des visites peut-être une fois ou deux par semaine. J'ai ma petite femme de ménage qui vient, qui est très gentille, mais elle peut avoir les chèques emploi-service. Elle a le droit. Hein. Il ne faut pas qu'elle se mette comme ça, parce que c'est 7,60 € de l'heure, et puis on paye les charges sociales, ça doit faire dans les 5 € de plus.
5 ou 6 euros de plus. Alors, il faut bien sûr qu'il faut se priver de beaucoup de choses. Mais bien sûr, mais je vous entends, et je sais que vous l'avez dit déjà plusieurs fois, mais je crois que elle a besoin de l'entendre, Janine. À mon avis, elle a dû continuer de nous écouter. Bien sûr, tout ça aujourd'hui ne lui dit rien, parce j'ai senti à un moment donné qu'elle était découragée. Elle a dit, je peux même pas noter, je sais même pas comment faire pour noter. Si elle avait pris un crayon, moi j'arrive à noter. Ouais. J'arrive à noter, puis c'est lisible. Ouais. Bon, je vais un peu de travers, mais enfin, un peu de travers. C'est lisible. Mais c'est lisible. Ouais. Les enfants me disent, quand je relève un numéro de téléphone ou quelque chose, ils me disent, maman, tu te débrouilles pas mal. Hein. Alors écoutez, si vous voulez bien, on va vous donner à vous les coordonnées de Florence, parce que Florence, elle était aussi pleine de bonne volonté. Elle disait qu'elle voulait bien avoir la personne au téléphone plusieurs fois par semaine. Elle parlait de Janine, mais je crois qu'elle sera très contente de vous parler à vous aussi. Oui, moi aussi. En tout cas, Antoinette. Et ça vous fera comme ça un petit coup de fil aussi à avoir de temps en temps, et qui vous fera plaisir et qui vous réchauffera un peu également. C'est drôle, si vous saviez, un coup de fil, entendre la sonnerie, on se dit, je suis vivante. C'est vrai, c'est idiot à dire, mais c'est incroyable ce que le téléphone, ça réconforte. Oui, non, mais bien sûr, évidemment. C'est une présence, et il y a la sonnerie, c'est déjà... C'est vrai, on discute, on parle, c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est la présence de l'autre, d'un seul coup, qui est là, qui est tangible, qu'on sent près de soi. Moi, je me dis toujours, tiens, je suis vivante. Mais vous êtes vivante, en tout cas, vous avez une belle voix, Antoinette, et vraiment, je vous remercie de votre appel, parce que ça fait plaisir. Et moi, je remercie votre émission. Alors, ça, c'est quelque chose, je ne passe pas de ça, je parle des fois. C'est génial. 2 jours chez une de mes filles, j'emboîte ma radio. C'est bien. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Et moi aussi, je vous remercie. Au revoir, Antoinette. Au revoir. En gare, version originale. Voilà, notre émission s'achève. Je vous retrouve demain à la même heure.